L'engorgement de l'axe Lubumbashi-Kasumbalesa dans le Haut-Katanga à la frontière avec la Zambie prive la DGDA de recettes douanières. En effet, des colonnes de camions transportant essentiellement des produits miniers s'étendent jusqu'à plus de 20 km à cause de la lenteur dans l'évacuation des marchandises vers la Zambie et l'Afrique australe. Une situation qui inquiète la direction provinciale des douanes et accès du Katanga. Pendant ce temps, dans le Maniema, les douaniers ont dit adieu à la douane manuelle à l'issue d'une formation sur le système douanier informatisé Sidonia World. Et à Kinshasa, les instruments douaniers de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf ont fait l'objet d'une autre formation à l'endroit des Gabelou. Les détails de ce titre et bien d'autres, c'est dans cette édition du magazine Fiscalité et Développement que vous présente Didi Mavambou, Nombolo Pepe. Agence Galaxy Media, la passion de développer la RDC. Merci d'être nombreux pour suivre cette nouvelle édition du magazine Fiscalité et Développement, magazine spécialisé des finances publiques, questions économiques et dossiers de développement en République démocratique du Congo. Depuis quelques mois, il s'observe sur la route de Kasumbalesa dans le Haut-Katanga une lenteur d'évacuation des marchandises vers la Zambie, l'Afrique australe et le reste du monde. Cet engorgement qui fait suite à une difficulté d'avancement des camions essentiellement chargés de produits miniers inquiète l'administration douanière à Lubumbashi. Lambert Youma Ramazani, notre correspondant dans la province douanière du Katanga, explique cette situation qui dérange les efforts de mobilisation des recettes. De camions jonchent cette artère, la route Kasumbalesa qui mène vers la Zambie. Ce camionneur tanzanien se plaint de la lenteur de fluidité du trafic à la frontière de Kasumbalesa. Il arrive que ses chauffeurs passent 7 voire 10 jours pour voir leur tour arriver et enfin traverser la frontière. Ce phénomène a commencé en décembre de l'année dernière. On le croyait saisonnier, mais là, l'engorgement, les embouteillages ont perduré et deviennent ainsi inquiétants et le trafic sérieusement perturbé. Plus de 4000 camions sont en attente de part et d'autre de la frontière. Pour lutter contre ce désengorgement, l'administration douanière avait en son temps émis une note invitant les exportateurs miniers principalement au respect des dispositions légales leur interdisant d'engager leurs camions sur la voie vers la frontière avant la fin complète des démarches documentaires et douanières. Surtout que, quelle que soit la multitude des bandes au niveau du poste de péage à Kanyaka, il n'existe qu'un seul guichet, ce qui ralentit déjà l'évacuation des tracts, ces camions remorques pleins de charges à l'exportation. Au niveau de Kanyaka, on a un deuxième problème, c'est que ça fait maintenant 2 ans, si je me trompe, que Kanyaka est ouvert. Il y a 2 ans, avec les transporteurs, on avait fait la tête dure parce que le parking n'était pas bétonné. Nous connaissons tous la saison de pluie ici et les camions qui sont beaux, malheureusement. Le gestionnaire nous avait promis que pour l'année d'après, le parking allait être bétonné. Malheureusement, aujourd'hui, même pas la moitié est bétonnée. Donc nous payons $15, parce que ça a été récemment augmenté à $15. Avant c'était $10 par jour, maintenant c'est $15 par jour. Faites vous-même le compte, 300 camions qui passent chaque jour. Ça ne devait pas être un problème de liquide pour bétonner ce parking. Suite au mauvais état de parking, beaucoup de transporteurs refusent d'entrer dans le parking. Pour décourager ces pratiques par lesquelles les camions s'engagent sur la voie de la frontière, sans document réglementaire, la brigade douanière a mis la main sur des cargaisons minières qui tentaient de quitter le pays sans ces formalités. Ce sont des camions qui venaient d'appréhender à Képiché. Ce sont des camions de contrebande chargés de minerais brut, alta brut. Donc, comme c'est la contrebande, ces camions n'avaient pas de registration d'origine dans les noms des douanes. On a fait référence à l'article 20 du Code des douanes et voilà, ces camions ont été saisis et ramenés à l'épée de Lubumbashi. Mais cela ne suffit pas pour désengorger la route de Kasumbalesa. Le problème n'est pas que du côté de la RDC. Le gros, d'ailleurs, vient plutôt de la Zambie voisine. En effet, les infrastructures douanières de la Zambie à Kasumbalesa ne permettent pas de supporter le flux de transit.
Le poste frontalier de Kasumbalesa en Zambie ne dispose que d'un seul parking servant à la fois en import et en export et ne pouvant contenir que plus ou moins 400 camions, alors que la RDC a érigé, elle, 2 parkings ici à Kasumbalesa, 2 énormes et modernes parkings, l'un en export et l'autre en import et dont la capacité va jusqu'à 1800 tracts. Conscient du rôle que joue la Zambie dans cette problématique de désengorgement, le directeur provincial de la DGDA Katanga, M. René Kalala, a tenu une réunion de l'ordre opérationnel qui a permis au gouverneur du Haut-Katanga de solliciter une rencontre avec les parties congolaises et zambiennes. Derrière donc Jacques Kiaboula, la délégation congolaise a traversé la frontière pour rencontrer l'administration zambienne. De ces échanges, il a découlé l'obligation de rallonger les heures de service des douaniers des 2 côtés, avec comme difficulté que certaines catégories des produits miniers sont interdites de circuler la nuit. Par contre, la Zambie a pris l'engagement de respecter le target imposant de tracter journellement 500 camions en import et 500 autres en export. Mais la patronne de Trafigo doute de la faisabilité de cette résolution, étant donné que la partie zambienne n'a jusqu'ici réussi à tracter que 200 camions par jour dans un sens ou dans l'autre. N'absorbe pas et ne respecte pas le target. Un target qui a été pourtant signé. 500 camions à l'importation le jour et 500 camions à l'exportation le jour. Mais jusque-là, nous avons, pour le mois passé, 490 camions le jour à l'import, que nous sortons à l'import. Donc nous sommes proches du target de 500. Nous le respectons scrupuleusement. Par contre, à l'export, je n'arrive qu'à sortir 200 camions et péniblement. Parce que la zone zambienne constitue aujourd'hui un rouleau d'étranglement, et vous le savez. Le problème va plus loin. Les routes zambiennes conduisant la frontière vers la RDC sont aujourd'hui en état de délabrement, ce qui ralentit davantage le trafic. Pendant ce temps, la RDC modernise ses infrastructures douanières à Mokambo et à Sakania, qui disposeront bientôt des postes douaniers au standard international. Mais tant que la Zambie ne fait pas autant, le problème est loin d'être complètement résolu. Le désengorgement total n'est donc pas pour demain. Ouverte le 13 juin 2022 par le directeur général adjoint en charge des questions techniques et réformes et clôturée par le directeur général adjoint chargé de l'administration et finances des douanes et axes DGDA, la première phase de formation des cadres et agents de la douane congolaise sur les instruments douaniers de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf s'est achevée le vendredi 24 juin dernier à Kinshasa. C'était dans la salle New Lapina, dans la paroisse Notre-Dame de Fatima, dans la commune de la Gombe, témoin de l'événement, Marlène Bassoussou-Sessakoumou et Armen Ngoma. Il a fallu 12 jours pour ces gabelous de s'approprier les notions essentielles sur les instruments de la zone de libre-échange continentale africaine ZLECAf. C'est sous ces tonnerres d'applaudissements que Jean-Louis Baouna, directeur général adjoint chargé de l'administration et finances de la DGDA, a déclaré clos ses assises au nom de Jean Blandine Kawandawaluom, directrice générale des douanes congolaises empêchées. Les présentes sessions de formation ont pour but de renforcer les capacités techniques des cadres et agents de la douane sur les matières techniques évoquées si haut, et ce, en préparation de la participation imminente de notre pays aux échanges préférentiels de la ZLECAf. Car, comme vous le savez, la loi numéro 21/002 autorisant la ratification de l'accord sur la ZLECAf a été promulguée par le président de la République, chef de l'État, son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Signé et ratifié par les maximums des pays du continent africain, le traité de la ZLECAf institue une zone de libre-échange sur l'ensemble du continent. La ZLECAf regroupera la zone tripartite de libre-échange qui doit inclure d'une part le marché commun de l'Afrique orientale et australe COMESA, la communauté d'Afrique de l'Est CAE et la communauté de développement d'Afrique australe SADC et d'autre part la communauté économique des États de l'Afrique centrale CAC, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO, l'Union du Maghreb arabe et la communauté des États sahélo-sahariens. Au nom de tous les participants, Chantal Kayembe,
sous-directeur à la direction provinciale de la DGDA Kin Aero a rappelé les grandes lignes de matière apprises au cours de ces assises, les connaissances acquises qui leur permettront de maximiser les recettes en vue de doter le gouvernement congolais des moyens nécessaires de réaliser son programme de développement. Au terme de la présente formation, les participants vont s'habituer à l'utilisation des nouveaux termes employés dans le cadre de la ZLECAf. Ainsi, nous vous présentons un petit résumé sur la matière apprise. En introduction, l'intégration économique régionale comprend 5 États, dont la zone de libre-échange ZLE, dans laquelle la zone de libre-échange continentale africaine, ZLECAf, est encore à la première étape de cette intégration économique qui consiste à démanteler progressivement les droits de douane des marchandises en 3 catégories. La catégorie A, qui contient les marchandises à libéraliser en 10 ans à partir de 2021. La catégorie B, qui contient les marchandises à libéraliser en 13 ans à partir de 2026. Et la catégorie C, qui contient les produits exclus du démantèlement tarifaire. La RDC, étant devenue un État partie de la ZLECAf, doit prévoir 2 taux des droits de douane dans son tarif. Il s'agit du taux NPF, prévu dans le Code des douanes, et du taux ZLECAf. Les 3 axes suivants ont été développés: l'origine douanière de la marchandise et les règles d'origine. Jean-Louis Baouna a passé en revue les objectifs poursuivis par le nouveau comité de gestion de la DGDA pour l'organisation de ces travaux qui rentrent dans le cadre du renforcement des capacités de ces cadres et agents dans le contexte de la ZLECAf. C'est avant de féliciter tous les participants pour l'intérêt manifesté au cours de cette formation. Me référant aux déclarations des apprenants d'une part, et au regard du niveau de participation et de la qualité des enseignements dispensés, d'autre part, je note avec satisfaction que le but poursuivi a été largement atteint. Les apprenants ont en effet acquis des connaissances suffisantes pouvant leur permettre d'octroyer les préférences tarifaires aux seules marchandises éligibles, c'est-à-dire aux produits originaires des États partis à la ZLECAf. De vérifier efficacement l'origine des marchandises et de lutter contre les fraudes sur l'origine préférentielle qui sont de nature à impacter négativement sur les recettes des douanes et accises et de sécuriser les recettes du trésor public dans le contexte de libre-échange. Signalons que le projet portant ratification par la RDC de l'accord créant la ZLECAf a été adopté le 22 janvier 2021 à l'Assemblée nationale. À Kindu, chef-lieu de la province du Maniema, plus de 40 douaniers sortent d'une formation sur le système informatisé Sidonia World, organisée du 30 mai au 22 juin 2022. Cette formation permet maintenant à la direction provinciale de la DGDA Maniema de renforcer non seulement ses capacités opérationnelles, mais aussi l'utilisation des données électroniques pour la gestion de procédures de dédouanement en accord avec la réglementation nationale et internationale. Les détails dans ce reportage de nos envoyés spéciaux à Kindu, Priska Sekana Kinzonzi, Etienne Kumba Chuma et Céline Bumba Angelani. La grâce. L'histoire nous renseigne que la DGDA Maniema travaillait encore sous l'ancien système du manuel et n'avait pas connu de migration vers le nouveau système informatisé Sidonia World, faisant d'elle la dernière des provinces de la RDC à ne pas connaître cette révolution du numérique. Raison pour laquelle la haute hiérarchie de la DGDA a dépêché une grande équipe des formateurs venus de Kinshasa pour former et présenter cet outil de travail auprès de cadres et agents de l'administration douanière ainsi que les partenaires de la douane congolaise ici à Kindu, chef-lieu de la province du Maniema. Les participants ont été formés sur le système informatisé Sidonia World du 30 mai au 22 juin 2022. On a eu d'abord l'introduction à Sidonia World. C'est là où nous montrons d'où est venu Sidonia et où nous sommes aujourd'hui avec Sidonia World.
Et on a eu l'introduction à Sidonia World. On a montré aux gens aujourd'hui qu'on n'a pas besoin d'un informaticien pour se connecter à Sidonia World. Et en dehors de l'introduction, nous avons vu les procédures douanières. Nous avons les procédures douanières à l'importation, exportation, le transit. Il fallait leur faire voir comment se passe cela dans les systèmes. Après les procédures douanières, nous avons parlé de modules de transporteurs. Parce que chez nous, le premier contact que la douane a, c'est les transporteurs. Le transporteur, c'est lui qui amène le marchandise. Nous avons vu la déclaration de chargement. Après la déclaration de chargement, nous sommes passés à la déclaration de marchandises. Parce que lorsque la déclaration de chargement est passée, nous avons les transporteurs, nous avons les agents de douane de la prise en charge qui entrent en jeu, qui connaissent ce qui est arrivé, qui connaissent où ils vont déposer, de moyens de transport à l'aire de dédouanement et dans les entrepôts. Lorsque nous avons fini cette partie de la prise en charge, nous sommes allés à la déclaration de marchandises. C'est là où maintenant les déclarants entrent en jeu. Et les douaniers de la vérification et les déclarants. De la déclaration de la marchandise, nous avons vu comment les déclarants peuvent aller payer. Nous avons vu le module caisse et comptabilité. Et de là, on a montré aussi aux banquiers comment ils peuvent encaisser et comment les déclarants peuvent recevoir son message et aller se présenter à la banque. De ces modules caisse et comptabilité, nous avons vu d'autres modules. Nous avons le nouveau module aujourd'hui, déclaration de produits d'accise. Aujourd'hui, nous avons les produits des accises qui sont dans notre système. Ici, nous avons vu que localement, il y a de l'eau qui se produit. C'est de l'accise, ils doivent comprendre. On a fait voir la déclaration de produits des accises. Nous avons aussi les exonérations qui sont aujourd'hui dans les systèmes. On les a fait voir aussi, les exonérations. Et puis, ils ont vu comment est-ce qu'ils peuvent faire encaisser de l'argent, recevoir le recette par rapport aux cartes d'entrée. Nous avons un système, tous les camions qui viennent de l'étranger, qui entrent chez nous, doivent se faire enregistrer par la carte d'entrée. Et sortir, il y a aussi la carte de sortie. Compte tenu de difficultés auxquelles la province du Maniema faisait face en termes de mobilisation des recettes, la quarantaine de participants à cette formation ont compris le bien fondé d'émigrer vers le système informatisé Sidonia World et n'ont pas manqué à remercier la haute hiérarchie de la douane congolaise. Avec l'ancien système, on faisait par exemple 3-4 jours avec un dossier. Mais avec le système Sidonia, il suffit seulement d'entrer dans le programme et vous saisissez tout ce que vous avez comme information et la réponse vous sort au même moment. Donc chez nous les déclarants, nous sommes vraiment ravis de ce nouveau type de travail. Quand nous voyons la position géographique de notre province, nous ici, la province douanière du Maniema, nous n'avons pas de frontières. Donc nous recevons des marchandises qui viennent d'ailleurs. Donc ça quitte d'une province douanière qui est aux frontières et ça nous vient. Donc on nous fait les transferts. Et auparavant nous avions des difficultés telles que les marchandises qui nous étaient transférées, on ne savait pas les tracer. Donc ça nous échappait. Mais maintenant avec l'outil que la haute hiérarchie vient de mettre à notre disposition, nous serons capables de retracer toutes les marchandises qui nous sont transférées. En tout cas, nous remercions toutes les autorités, tant nationales, aussi provinciales, pour avoir accepté que cette formation nous parvienne. Liant l'utile à l'agréable, le vendredi 24 juin 2022, la DGDA Maniema a procédé officiellement au lancement du système informatisé des dédouanements sous le regard satisfait de Robert Kilemuna, directeur provincial de cette régie financière qui croit fermement aux bénéfices du numérique et de surcroît de Sidonia World, devant permettre à sa province de connaître une mobilisation plus accrue de recettes. C'est pour moi ici l'occasion de remercier Madame le directeur général des douanes et accises, Jean-Blandine Kawanda Wallon, avec
l'équipe des directeurs généraux adjoints qui l'accompagnent pour avoir disponibilisé les moyens financiers et les ressources humaines qui ont rendu possible la présente formation. Partout où Sidonia est passé, nous avons vécu un accroissement accru des recettes. Et nous espérons qu'il en sera de même pour la province douanière d'Imaniema, car qui dit Sidonia dit transparence. Chacun de nos partenaires intéressés dans le processus de dédouanement des marchandises suivra en temps réel et sans pouvoir se déplacer de son bureau pour le processus de dédouanement de marchandises. De la prise en charge jusqu'au paiement au niveau de la banque. Et donc, tout le monde aura son compte et à la fin, il n'y aura personne pour formuler des réclamations. Pour la première fois dans l'histoire de la DGDA Maniema, les douaniers ont pu passer du serveur de la formation au serveur de la production. Ensuite, s'en est suivi la création d'un segment général et d'un titre de transport qui a été stocké, la création d'un numéro de manifeste suivi d'une première déclaration et une première quittance. Voilà. Pendant que la douane congolaise accélère l'informatisation de ce service qui est la réforme la plus importante au sein de cette régie financière, la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations des GIRAD compte sur le Logirad, un logiciel puissant de gestion des recettes non fiscales de l'État. Il y a quelques mois, cette plateforme de bonne gouvernance et de transparence a été expliquée lors d'une matinée fiscale. Suivez. Logirad, c'est un acronyme qu'on a trouvé ensemble avec vos collègues. C'est pour dire un logiciel de gestion des recettes administratives, domaniales et la suite que vous connaissez qui reflète en fait la dénomination de Logirad. Nous avons juste écourté, mais nous l'appelons généralement un logiciel de gestion des recettes non fiscales. Ce logiciel prend en compte toutes les fonctionnalités liées à la procédure de d'évaluation des recettes non fiscales. Il y a évidemment la gestion du répertoire des assujettis redevables. Alors, pour ici, nous savons très bien que pour tout ce qui est transactionnel à la DGRAD, il est difficile d'avoir un assujetti avec un numéro impôt. Donc, il y a pour les personnes physiques, pour l'instant, nous n'avons pas mis de contraintes de renseignement des numéros impôt. Et nous travaillons en étroite collaboration avec la DGI pour pouvoir alimenter au fur et à mesure cette base de données. Donc c'est un répertoire qui viendra ensuite de la DGI. Alors très rapidement, il y a les actes générateurs qu'on gère dans ce logiciel. Il y a évidemment la phase de taxation. Là, je disais que les services d'assiette vont faire leur travail dans leurs deux premières phases de mobilisation, donc constatation-liquidation, qu'on appelle globalement la taxation. Et ensuite, la DGRAD va intervenir sur la facture de lancement et le recouvrement aussi qui est pris en charge. Pour mesurer les performances en matière de transparence des finances publiques, le gouvernement s'est soumis en 2021 à l'enquête sur le budget ouvert EBO organisée par l'International Budget Partnership IBP, un organisme indépendant basé à Washington aux États-Unis d'Amérique. Les résultats de l'enquête sur le budget ouvert EBO 2021, rendu public le mardi 31 mai 2022, traduisent les performances réalisées par le gouvernement. Les résultats de l'enquête 2021 révèlent que la RDC se situe au 7e rang mondial en matière de participation citoyenne dans le processus budgétaire, avec la note de 35 sur 100, alors que la moyenne mondiale est de 14 sur 100. Au niveau africain,
La RDC se maintient au premier rang sur le continent dans le domaine de la participation citoyenne dans le processus budgétaire en 2021, comme cela a été le cas en 2019, tout en améliorant son score de 31 à 35 sur 100. La RDC a accru la disponibilité des informations budgétaires grâce à l'implication de la société civile et à l'accompagnement technique du Comité d'orientation de la réforme des finances publiques COREF en faveur des services concernés du ministère du Budget, notamment en matière de publication de certains documents budgétaires clés. L'EBO est le seul instrument de recherche indépendant, comparatif et factuel au monde qui utilise des critères internationalement reconnus pour évaluer l'accès du public aux informations budgétaires du pouvoir central, les possibilités formelles pour le public de participer au processus national et le rôle des institutions de contrôle budgétaire telles que le Parlement et la Cour des comptes dans le processus budgétaire. Signature de la convention de partenariat entre l'Inspection générale des finances IGF et l'Intersyndicale nationale de l'administration publique INAP, vendredi 23 juin 2022 dans l'amphithéâtre Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo au siège de cette institution. Ces partenariats visent à mutualiser les efforts dans la traque des détourneurs de deniers publics en République démocratique du Congo. Jocelyn Babalomba et Fanfa Makit Doma étaient présents pour le compte de votre magazine. C'est dans le cadre de sa patrouille financière déployée dans la lutte contre la corruption et le détournement des deniers publics en République démocratique du Congo que l'Inspection générale des finances IGF et les syndicalistes de l'administration publique se sont engagés devant témoins à travers une signature des conventions, des partenariats et des collaborations. Cette convention permettra à l'IGF et à l'INAP de mutualiser leurs efforts pour démanteler les réseaux mafieux qui gangrènent l'appareil administratif et étatique congolais. L'IGF et l'INAP se sont assignés plusieurs missions dans le cadre de cette convention de partenariat pour l'intérêt supérieur des agents de carrière des services publics. Cette convention de partenariat s'assigne les missions suivantes. A. Promouvoir le dialogue social permanent entre l'IGF et l'INAP. B. Mutualiser les efforts pour la sensibilisation de la lutte contre les antivaleurs, des détournements, de corruption, des coulages des recettes, privant ainsi l'État des moyens financiers pour la réalisation de sa politique. Avant de lancer les slogans de l'INAP, si tu parles, tu meurs. Si tu parles, tu meurs. Et si tu ne parles pas, tu meurs. Si tu ne parles pas, tu meurs. Alors, parle et meurs. Alors, parle et meurs. Aux syndicalistes de promettre d'accompagner l'Inspection générale des finances IGF dans sa lutte contre la corruption et les détournements des deniers publics. Personne ne pouvait s'imaginer que les syndicalistes et surtout ceux de l'administration publique avaient quelque chose à apporter dans la gestion de notre pays. Nous manquons de mots. Monsieur l'IGF. Monsieur l'IGF, vous avez vraiment l'accompagnement de tous les agents et fonctionnaires que nous sommes en train de représenter ici. Selon l'inspecteur général des finances, chef des services, Jules Alinguete, la corruption et le détournement des deniers publics sont à la base de la misère du peuple congolais. Occasion pour les patrons de l'IGF d'appeler tous les fonctionnaires à rester unis pour bannir les antivaleurs. Nous venons de signer une convention pour la mutualisation de nos efforts dans le cadre de la lutte contre la corruption et le détournement des deniers publics. Et pour avoir un dialogue social entre l'Inspection générale des finances et l'administration publique. Notre vœu est que cette convention ne puisse pas rester lettre morte,
Maintenant que nous venons de signer, nous devons passer aux actions concrètes. La lutte contre la corruption, il lui faut des actions. Donc, nous attendons dans les tout prochains jours que nous puissions nous tous nous mettre à l'œuvre pour matérialiser cette convention que nous venons de signer, afin de montrer aux prédateurs que nous ne sommes pas en train de faire du théâtre, mais c'est une détermination au sein de l'administration publique de mettre fin à ces phénomènes. Les rapprochements entre l'Inspection générale des finances IGF et l'Intersyndicale nationale de l'administration publique INAP découlent de la 6e journée d'échange citoyen organisée le 19 mai dernier dans l'amphithéâtre Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Arrivé à Mbujimaï mercredi dernier, le nouveau gouverneur du Kasaï oriental a pris officiellement ses fonctions le jeudi 23 juin 2022. Mathias Kabeya Machi Abidi a été très sobre dans sa première adresse au regard de nombreux défis qui l'attendent, surtout sur le plan socio-économique. Reportage de notre correspondant dans les Kasaï oriental, Emery Kazadi Chibango Zadio. Aussitôt descendu de l'avion qui le ramenait au Kasaï oriental, le nouveau gouverneur de province, accompagné de son épouse et sa vice, a reçu une gerbe de fleurs de la part des filles d'honneur. Mathias Kabeya Machi Abidi et sa suite ont été accueillis par les membres du gouvernement provincial avec à leur tête le ministre provincial de l'Intérieur, les membres du Conseil provincial de sécurité ainsi que toutes les couches de la population dont les autorités coutumières. Après une brève marche à pied, il a pris place à bord de son véhicule vers le boulevard Laurent-Désiré Kabila où a été érigé un podium pour sa première adresse. Invité à prendre la parole après les présentations, Mathias Kabeya Machi Abidi a appelé au soutien à nos vaillants militaires défendant notre pays. Il a également appelé tous les Kasaïens à travailler à l'unisson pour le développement de la province. Soutenons les FRDC, nos vaillants militaires, parce que pour que notre pays soit là, il faudrait que nos militaires aient la force et vaincre ceux qui veulent que le désordre entre dans notre pays, n'est-ce pas? Merci, c'est bon. À présent, je vous dis pourquoi nous sommes venus. Le Kasaï oriental, notre province, a une grande souffrance, mais je vous demande, parce que seul je ne pourrai pas résoudre cette souffrance, que nous puissions nous unir, vous et moi, pour que notre Kasaï aille de l'avant. Voilà pourquoi je demande à chacun, quand il rentre chez lui et qu'il se lève, qu'il se pose la question de savoir ce qu'il a fait pour notre Kasaï oriental. Car si chacun fait un effort pour que notre Kasaï se relève, moi j'ai fait, toi tu fais et l'autre aussi, notre Kasaï ira de l'avant. Voilà l'appel que j'avais pour que chacun mette la main à la pâte afin d'atteindre le développement de notre province, le Kasaï oriental. Il faut noter que plusieurs défis attendent le nouveau gouverneur, à savoir l'insécurité, les tracasseries policières et administratives, les violations des droits de l'homme, conflits de pouvoir coutumiers, la baisse du pouvoir d'achat au sein de la population et de l'économie en général, ainsi que la maximisation des recettes. À ces sujets, les agents de la DGRCOR, la régie financière provinciale, observaient il y a peu une grève pour un paiement de 3 mois. Inauguré il y a de cela quelques jours à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, par le ministre de l'Industrie Julien Paluku Kaongia, 2 usines. La première, Congo Piping, spécialisée dans la fabrication de la tuyauterie industrielle et domestique. Et la seconde, produit de l'huile de qualité moyenne provenant du recyclage des huiles usées. Cette huile peut servir du carburant pour des unités industrielles en remplacement de l'essence et du gasoil. Accompagné du directeur général intérimaire du Fonds de promotion de l'industrie FPI, Jean-Claude Kalenga, le ministre de l'Industrie a aussi visité une autre usine du même groupe déjà opérationnelle qui recycle les batteries usées et mitrailles de cuivre. Cette usine de recyclage avait reçu un appui financier du FPI. Dans la province du Haut-Katanga, à Lubumbashi, le groupe Mining Engineering Service, MES, lui-même, membre du groupe Somika, se distingue dans le secteur de l'industrie.
Le mardi 14 juin 2022, le ministre de l'Industrie, Julien Paluku Kaongia, s'est fait accompagner de plusieurs personnalités, notamment le directeur général intérimaire du Fonds de promotion de l'industrie, FPI, Jean-Claude Kalenga, a procédé à l'inauguration de l'usine de production Congo Piping, qui est spécialisée dans la fabrication de la tuyauterie industrielle et domestique sur base du polyéthylène. Cette usine aura une capacité de production de 50 000 tonnes par an. Les tuyaux en polyéthylène de haute densité, H2PE, sont parmi les principaux moyens de transport de fluides, notamment de l'eau, des produits chimiques et de gaz. L'un des avantages de l'utilisation de ces tuyaux en H2PE est qu'ils sont non corrosifs et 6 à 8 fois plus légers que le tuyau classique fait en fonte et en fer galvanisé. Congo Piping a aussi sollicité du FPI un accompagnement financier pour le renforcement des capacités de sa production. Le dossier est en cours d'analyse pour un éventuel financement. Le groupe MES, qui tient à se distinguer dans le développement de projets industriels dans la province du Haut-Katanga, innove davantage avec la création d'une nouvelle usine. Il s'agit de Congo Câbles et Transformers. Cette dernière va mettre à la disposition des consommateurs des câbles électriques en aluminium et en cuivre, des barres de suspension en cuivre, des poteaux électriques et des transformateurs. On parle, bien entendu, d'une fabrication locale et non d'une importation. Le ministre de l'Industrie a procédé à la pose de la première pierre de cette usine dont la mise en service est également prévue avant fin 2022. Enfin, le groupe MES, en appui à la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, dans son volet gestion de l'environnement et de développement industriel pour une économie autosuffisante, a déjà rendu opérationnelle une autre usine qui fait le recyclage des huiles usées de l'industrie minière et de recyclage des mitrailles de cuivre pour, respectivement, la production de fuel oil, soit 6000 kilolitres l'an, et de barres de cuivre. Cette branche du groupe MES, qui a reçu un accompagnement financier du FPI pour son parachèvement, a aussi été visitée par la délégation venue de Kinshasa. Julien Paluku Kaongia, ministre national de l'Industrie, a saisi l'occasion pour inviter d'autres opérateurs économiques à emboîter le pas à l'entreprise MES dans le processus de transformation locale des ressources de la RDC, et ce, dans le cadre de la mise en œuvre du plan directeur d'industrialisation de la RDC. Nous avons été heureux de recevoir cette panoplie de projets, y compris celui de la fabrication des PVC, des tuyaux à haute densité, parce que quand vous voyez que ce soit le secteur minier ou même de l'eau, le pays ne peut pas faire des addictions d'eau potable si il n'a pas une capacité intérieure de production de ses propres tuyaux. Et donc c'est cette société qui va nous aider à le faire. Voilà pourquoi nous sommes arrivés ici, pour montrer l'accompagnement de l'ensemble du gouvernement, l'accompagnement du président de la République et l'invitation des autres opérateurs économiques à pouvoir faire comme eux. Parce que le plus souvent, on nous accuse ou on nous interpelle de ne soutenir que les opérateurs économiques étrangers, comme si nous interdisions aux nôtres et aussi d'avoir des initiatives. Je voudrais inviter les nôtres à avoir des initiatives. Le fonds de promotion de l'industrie est créé pour tout opérateur économique, sans couleur, qu'il soit national ou non national. S'il a un projet bancable qui soit à même de nous apporter une plus-value, il va bénéficier de cela. Donc je voudrais vous inviter, les opérateurs économiques nationaux aussi, d'avoir de l'imagination, parce que ce pays ici a d'abord l'avantage de ces 100 millions de consommateurs. Donc on doit avoir une vision là, pour permettre que même au-delà de son existence, au-delà de soi, qu'on permette aux générations qui viendront de comprendre qu'à un moment de l'histoire, il y a eu des gens qui ont pensé à leur avenir.
Le directeur général intérimaire du FPI, Jean-Claude Kalenga, a pour sa part rassuré l'assistance que son institution, le FPI, ne se lassera pas de financer des projets bancables pour le développement d'un circuit industriel intégré. Je voudrais simplement reconnaître notre cheminement commun avec le groupe Someki. Nous avons accompagné le groupe dans plusieurs financements et le comportement des industries qui constituent ce groupe a été toujours exemplaire. Voilà pourquoi nous sommes toujours ensemble. Nous avons participé activement au financement de cette industrie que nous allons inaugurer aujourd'hui et nous espérons encore, s'ils continuent à respecter toujours nos conditions, toute la litanie d'industries qu'ils veulent inaugurer, nous serons là pour les accompagner. Et je crois aussi que c'est une satisfaction pour nous parce que cela rentre dans le cadre du plan directeur du gouvernement d'industrialisation. Vous savez que la politique de notre ministre, c'est celle de réindustrialiser le Congo. Et ici, nous avons un exemple typique dans le sens de ce que nous devons fournir comme effort pour que notre pays ne soit pas toujours dépendant des importations, mais qu'il soit en mesure de satisfaire la grande industrie lourde, l'industrie minière, avec des intrants et des matières qui permettent à ce que cette industrie fasse profiter à toutes les appendices de son développement et de son explosion actuelle. Voilà pourquoi je suis à l'écoute et je reste ouvert aux requêtes que le groupe va nous introduire, nous pour pouvoir y donner satisfaction. Ici est aussi de préciser que les investissements du groupe MES en République démocratique du Congo ont contribué à la création de plus de 600 emplois aujourd'hui, avec une projection de plus de 1000 emplois dans le jour à venir. La RDC, en partenariat avec la République d'Égypte, va abriter du 3 au 5 octobre prochain les travaux préparatoires de la 27e conférence des parties signataires de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques COP27. C'est dans ce cadre que la vice-première ministre de l'Environnement et Développement durable, Eve Bazaïba Massoudi, a appelé à l'implication des ministres de la société civile, des scientifiques ainsi que de gouverneurs de provinces forestières pour la réussite de ces grands événements devant permettre à la RDC de s'attirer des projecteurs du monde en tant que pays solution face aux effets néfastes du réchauffement climatique. Les explications de Muriel Makeseloutina sur les images de Christian Kenina Ntselema. La 27e conférence des parties signataires de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques COP27, c'est du 7 au 18 novembre à Sharm el-Sheikh, en République arabe d'Égypte. 6 ans après Marrakech au Maroc, lors de la COP22 de 2016 et à la COP26 à Glasgow 2021, la RDC a exprimé son ambition d'abriter les travaux préparatoires de la COP27, pré-COP27, et cela avec le soutien de plusieurs États du bassin du Congo, de l'Afrique et de pays développés. Avec ses forêts qui séquestrent plus de 24,5 gigatonnes de CO2 par jour, sa biodiversité, son eau douce, soit 67% des eaux totales du bassin du Congo, ses minerais stratégiques, les pays de Patrice Emery Lumumba, comme pays solution, devraient récupérer son leadership climatique et environnemental dans les bassins du Congo, l'Afrique et le monde. Pour y arriver, il fallait l'implication de tous. C'est justement pour cette fin et particulièrement dans le cadre des préparatifs de la COP27, F. Bazaïba a reçu différentes couches de la société, notamment les scientifiques, les ministres, les gouverneurs des provinces forestières et la société civile environnementale. Pour la patronne de l'environnement congolais, la RDC Pays Solutions signifie 3 choses. D'abord, le pays est conscient des enjeux du climat autour de ses ressources naturelles. Ensuite,
les pays s'engagent à améliorer la gouvernance de ces ressources naturelles et enfin, la RDC réclame une compensation équitable pour les services écosystémiques rendus au monde par ces forêts, ces tourbières et ces autres ressources naturelles. Les travaux préparatoires seront abrités par notre pays et avec 2 segments. Le premier segment sera en début septembre, du 1er au 3 septembre, ça sera sur terrain à Yangambi, dans la réserve, la biosphère de Yangambi. Et là où nous allons convier les scientifiques pour venir nous donner des éléments de prévention face aux enjeux du climat. Et on va essentiellement mettre en exergue les rôles des forêts, pas seulement les forêts du bassin du Congo, mais de l'Amazonie et de l'Indonésie, ainsi que les autres forêts à travers le monde du nord et du sud. Alors, lorsqu'on parle de ces questions de forêts, on ne les dit pas seulement à Kinshasa parce que la RDC Pays Solutions, mais nous devions associer les gouverneurs des provinces qui ont les forêts dans leur juridiction. C'est pourquoi vous avez cette crème des fils du pays qui dirigent ces différentes provinces au nord, au sud, à l'est et au centre de la République. Alors, c'est alors que les dates que vous avez énoncées, les 3 et les 5 octobre, il y aura la réunion ici, le segment des ministres du monde. Ça sera à Kinshasa, les ministres qui ont les forêts, les eaux et l'environnement dans leur attribution. L'implication des gouverneurs est très très importante parce que ce sont les gouverneurs qui vivent les réalités des enjeux du climat. Les gouverneurs doivent être informés des richesses qui regorgent notre pays en termes de forêts pour lutter contre les enjeux du climat ou le réchauffement climatique, si vous voulez. Et les gouverneurs doivent mettre sur la table leurs besoins en termes de compensation. Parce que lorsque nous allons obtenir cette compensation des services de nos forêts, ça va s'implémenter au niveau du terrain. Comme vous le savez, le développement commence par la base et c'est là où se trouvent ces gouverneurs. Gouverneurs, vice-gouverneurs et autres représentants de quelques provinces ont échangé avec la vice-premier ministre en charge de l'environnement sur les problèmes inhérents au secteur forestier de leurs entités respectives, la gouvernance forestière, le crédit carbone, les questions liées aux taxes et redevances. La VPM nous a invités pour qu'on débatte d'un bon nombre de points. Il y a d'abord le problème des crédits carbone et elle nous a expliqué suffisamment. Il y a les problèmes de la taxe sur la superficie entre les provinces et la DGRAD. Il y a aussi le problème de la gouvernance forestière. Et donc, en rapport avec le crédit carbone, le processus est engagé. Elle a appuyé vraiment sur l'accélérateur. Les choses évoluent bien. Et que d'ici là, ça va devenir opérationnel. Les scientifiques n'étaient pas en reste. À l'occasion de cette pré-COP 27, ils proposeront des options pratiques, politiques et scientifiques innovantes en vue de renforcer la protection et la sauvegarde des écosystèmes congolais tout en encourageant la mise en place d'une stratégie de collaboration entre les scientifiques et les décideurs politiques en vue d'une meilleure prise en compte des recommandations scientifiques dans la lutte contre les changements climatiques dans les bassins du Congo. Grâce aux travaux des scientifiques, nous avons pu présenter au monde ce que la RDC vaut en termes d'identité environnementale. Et donc, pour cette COP27, c'est une continuité. Les scientifiques vont réfléchir et ils vont nous donner leur contribution par rapport à ce qui doit être fait pour préserver ces ressources ou pour les mettre en valeur pour en faire bénéficier les fils du pays. Et aussi, qu'est-ce qui est déjà fait en cours? Parce qu'il y a plein de choses que nos universités font, des recherches, des travaux de terrain, ce qu'on appelle les recherches-actions, que nos scientifiques, nos universités, professeurs, centres de recherche font, qui ne sont malheureusement pas connus et donc qui ont tendance à ne pas être valorisés. Et la COP26, pour nous, va être cette occasion où les chercheurs de la RDC et les scientifiques dont vous avez vu un petit échantillon, très petit échantillon aujourd'hui, vont devoir développer un langage pour dire à la RDC avec beaucoup plus de précision, surtout en matière, vous avez vu, son Excellence avait même insisté sur le marché de carbone.
Occasion pour la VPM d'insister sur le fait que les ressources naturelles de la RDC sont au cœur de la transition écologique actuelle et désormais au centre du débat sur la lutte contre le changement climatique. Partenaire du ministère, la société civile environnementale congolaise est également mise à contribution car son point de vue compte pour la réussite de ces grands événements. Nous sommes dans un combat de plus de 2 décennies et à cela nous avons pas mal d'initiatives en termes de mobilisation, en termes de communication. C'est juste une question de prendre à bras le corps toutes ces initiatives qui existent et de pouvoir le mettre en valeur pour un développement, un Congo plus vert et pour que nous soyons vraiment appelés pays solutions comme nous le voulons. L'organisation de l'après-COP 27 par la RDC devra davantage placer les pays au centre des enjeux climatiques de la planète en sa qualité de pays solution à la crise climatique et tirer le maximum des dividendes y afférents en termes de compensation. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition de Fiscalité et Développement. Nous sommes de cœur avec nos compatriotes de l'Est de la République, otages d'une guerre de prédation. Et nous adressons tous nos encouragements aux FARDC qui combattent vaillamment pour vaincre les ennemis de la RDC. Et le Congo de Patrice Emery Lumumba vaincra. Merci de nous avoir suivis à partir de la ville de Luanda en République d'Angola.